On va parler aujourd'hui de l'affaire de Kristina Joksimovic, qui était finaliste de Miss Suisse. Et on va voir ce qu'on sait vraiment sur cette affaire, ce qui s'est passé, quels sont les faits notés et quelle est la conclusion psychologique. Le 13 février 2024, Kristina, 38 ans, ne vient pas récupérer ces deux jeunes filles à la garderie. Alors on pourrait se dire c'est une mère de famille qui est peut-être un peu en retard, sauf qu'en réalité Kristina n'est jamais en retard. Elle est ponctuelle, elle est investie et décrite comme une excellente mère. Et ce fait marque le début de cette histoire criminelle qui a profondément choqué toute la Suisse. Alors commençons par voir qui était Kristina Joksimovic. C'est une ancienne Miss Suisse en 2007 qui est devenue ensuite mannequin à l'international. Elle est aussi reconvertie depuis quelques années en coach en mannequinat. Elle accompagne des futures candidates à l'élection de Miss, mais également elle aide les femmes à travailler sur leur posture, leur confiance en elles ou la façon de se présenter. Depuis 2017, elle est mariée avec Thomas et mère de deux filles qui sont nées en 2020 et 2021. Le prénom de son mari, c'est Thomas. On ne connaît pas son nom parce que les lois suisses protègent la vie privée et donc très souvent, dans la presse, dans les rapports, on n'a que le prénom, on n'a pas le nom de famille. Commençons cette histoire par la toute première alerte. Le mardi 13 février 2024, la garderie tente de joindre Kristina, mais aucune réponse. De manière logique, la crèche va contacter son mari, pas de réponse non plus, et puis ils vont contacter les parents de Kristina. Le père de Kristina se rend à la garderie, récupère les enfants et se rend au domicile familial pour comprendre ce qui se passe. Thomas se trouve pourtant bel et bien au domicile. Il dit qu'il ne sait pas où est son épouse et il a une attitude qui est décrite comme calme, peu expressive, sans signe apparent d'inquiétude. Mais à ce stade, aucune disparition n'est encore signalée. Pour rappel, un adulte peut être absent, peut être en retard, peut avoir son téléphone éteint. Jusqu'à présent, ce n'est pas très grave. Alors qu'il se trouve dans la maison de Kristina, le père remarque dans la buanderie des sacs poubelles, et notamment dépasse de l'un d'entre eux des mèches de cheveux blonds. Immédiatement, il reconnaît les cheveux de sa fille et il appelle la police. L'appel de la police a été enregistré à 21h47. La police intervient rapidement, il sécurise le domicile et il découvre le pire à la maison, c'est-à-dire un corps démembré, réparti dans plusieurs sacs, avec des parties du corps qui sont séparées. Le mari est placé immédiatement en garde à vue. L'autopsie révèle des éléments qui sont centraux et qui nous serviront par la suite dans l'analyse psychologique. Déjà, la cause du décès, on parle bien de strangulation manuelle prolongée, avec des fractures d'os, avec des petites taches de sang rouge près des yeux, avec des compressions qui ont été maintenues probablement pendant plusieurs minutes. Quand on a ce genre de situation, on est sur un homicide volontaire. On n'est plus du tout dans l'hypothèse d'un accident. Si vous êtes sensible, je vous recommande de quitter la vidéo maintenant et de passer à autre chose. Là, on arrive dans le dur. Les enquêteurs confirment qu'il y a eu utilisation de 6 sauteuses, d'un couteau et d'un sécateur. Il y a aussi présence d'un mixeur industriel et l'usage de produits chimiques corrosifs, typiquement ceux qu'on utiliserait pour faire disparaître un corps, pour le dissoudre. Selon les documents judiciaires rapportés par les médias, Thomas aurait regardé des vidéos sur YouTube sur son téléphone pendant certaines étapes du traitement du corps. Et tout ce matériel est trouvé sur place dans la maison de Thomas et de Kristina. Le mari va fournir plusieurs déclarations successives. Tout d'abord, il dit qu'il a trouvé son épouse déjà morte et qu'il a paniqué. Ensuite, il va dire que c'est de la légitime défense. Il affirme que c'est elle qui l'a attaqué en premier. Toutes ces versions sont contredites par les conclusions médico-légales, c'est impossible. Il n'y a aucune blessure préventive. Il y a aussi la durée de la strangulation, qui n'est pas due, encore une fois, à un acte de panique, mais plutôt à un acte volontaire. Et aussi la préparation du matériel. L'enquête révèle que 6 mois auparavant, en juillet 2023, la police était déjà intervenue dans le domicile du couple. Kristina avait déjà présenté des marques de strangulation, mais à l'époque, elle a minimisé les faits et elle a refusé de porter plainte. Un rapport officiel dit qu'il a été proposé à Kristina de l'orienter vers une structure d'aide aux victimes, mais elle a refusé. Ce qui est perturbant dans cette histoire et ce qui fait froid dans le dos, c'est que quelques semaines avant sa mort, Kristina publiait des photos familiales sur les réseaux sociaux. Ce qui illustre bien la difficulté qu'on a, vu de l'extérieur, à détecter ce genre de situation. Passons maintenant, si vous le souhaitez, à mon analyse psychologique. Nous sommes sur un mode de fonctionnement psychique qui est très spécifique. La strangulation n'est pas un acte anodin de violence. C'est un acte de domination absolue, surtout
lorsqu'il a été prolongé. On pourrait dire, par exemple, accident de voiture, les deux conducteurs se tapent dessus, c'est un acte impulsif banal. Là, on n'est pas du tout dans ce terme de registre. C'est une méthode qui nécessite un contact direct. Il faut maintenir la pression pendant plusieurs minutes et il faut avoir conscience, clairement, que la victime cesse de respirer. En criminologie, la strangulation est interprétée comme un acte de contrôle total sur le corps de l'autre. C'est la prise de pouvoir ultime. Donc ce n'est pas seulement tuer l'autre, c'est réellement imposer sa volonté jusqu'à l'effacement de l'autre. L'histoire aurait pu s'arrêter là, elle aurait été déjà sordide. Mais ça va bien évidemment beaucoup plus loin. Il y a ce qui s'appelle un point de rupture empathique. Dans de nombreux homicides, on s'arrête à la mort de l'autre. Les personnes paniquent, appellent la police ou fuient, on les retrouve et ils avouent. Alors qu'ici, c'est très différent. Il y a eu un après, il y a eu démembrement, il y a eu découpe méthodique, il y a eu tentative de dissolution du corps. On parlera de dissociation mentale dans un instant. Mais là, sur cet acte physique, la personne, la victime, n'est plus perçue comme étant humaine. C'est un objet à faire disparaître, c'est un problème logistique à résoudre. Et ce processus, on l'observe chez des personnes qui sont capables de neutraliser émotionnellement la réalité de leurs actes, qui va très souvent avec une dissociation comportementale. Comme je vous en ai parlé précédemment, Thomas a réussi à répondre aux sollicitations de la police, il a réussi à parler correctement, calmement, il a maintenu une apparence sociale cohérente, et c'est ce qui s'appelle une dissociation fonctionnelle. C'est pas forcément qu'on est dans le cadre d'une folie aiguë, c'est plutôt une capacité du cerveau à segmenter la réalité. Il s'est passé quelque chose, mon cerveau l'efface ou le met dans une autre case du cerveau et on va passer à la suite. C'est une personne qui a réussi à compartimenter dans son cerveau certains actes, certaines périodes de temps, puis à passer à la suite comme s'il avait effacé ce qui s'était passé précédemment. Et ça doit vous rappeler l'affaire Alexia et Jonathan Daval qu'on a vu il y a 2 semaines, où Jonathan pouvait par exemple faire un discours à la télévision, participer à une émission, ou encore participer aux recherches avec tous ceux qui recherchaient sa femme, ou encore même pleurer sa disparition, alors qu'en réalité, c'était lui le tueur. Mais il y a un autre point qui s'appelle le contrôle coercitif. Je sais que vous l'aimez pas celui-là, je sais qu'à chaque fois que je vous en parle, je vous perds. C'est pourtant une forme de violence qui précède toujours le meurtre. Un contrôle coercitif se caractérise par 4 éléments, par 4 choses. Retenez-les bien. Tout d'abord, il y a une domination progressive. Il y a atteinte à l'autonomie physique. Il y a ensuite des alternances de zones de violence et de moments d'accalmie. Et il y a toujours minimisation de la part de la victime. Typiquement, lorsqu'une victime ne porte pas plainte, qu'elle minimise les faits et qu'elle reste dans la relation. Ce que la victime a pensé, c'est qu'en ne portant pas plainte, son mari allait se soigner, que ça ira mieux et que c'était peut-être pas si grave. En réalité, en faisant ça, elle n'a pas annulé le risque, elle ne lui a pas donné une autre chance, elle a juste différé le risque. Et c'est exactement ce qui s'est passé quelques mois plus tard. Il y a autre chose qui vous a sûrement surpris dans cette histoire, c'est l'illusion du couple normal. Cette femme postait des photos de ses 2 enfants, de son mari, de ses vacances sur les réseaux sociaux. Et très souvent, c'est le masque. Beaucoup de gens pourraient dire « elle minimise, elle est bête, elle n'aurait pas dû faire ça ». En réalité, de nombreuses victimes font ça. C'est maintenir une image stable coûte que coûte, c'est se rassurer elle-même en faisant ça, et c'est surtout éviter l'escalade de violence. Donc comprenez bien que ce n'est pas un déni naïf, c'est réellement un mécanisme de survie qu'on voit chez beaucoup de victimes. Si on peut faire une hypothèse sur la perte de contrôle finale de Thomas, il y a souvent passage à l'acte lorsqu'il y a séparation envisagée, peut-être qu'elle annonçait qu'elle voulait partir, ou encore peut-être qu'elle s'est affirmée un peu plus sur son autonomie, sur ce qu'elle voulait faire, sur ce qu'elle n'acceptait pas de faire, ou encore, elle a peut-être remis en question son autorité. Et c'est ça qui a été le déclencheur de la folie de Thomas. Et dans ce cas-là, le meurtre devient un moyen extrême de reprendre le contrôle sur la situation. Dans l'une des versions de Thomas, il dit « j'ai paniqué, j'étais perdu, je ne savais pas quoi faire, mais ça tient pas. Parce qu'une panique produit de la fuite, de la confusion et des actes désorganisés. Ce n'est absolument pas ce qu'on a vu ici. On a vu des réponses très structurées, de la planification et une maîtrise émotionnelle. Ce n'est donc pas de la panique. Alors pourquoi je vous parle de cette affaire qui est
monstrueusement sordide aujourd'hui parce qu'il y a une leçon là-dedans. Il y a plusieurs choses qu'on peut observer dans cette histoire, mais qu'on voit aussi dans toutes les histoires qui ressemblent à celle-ci. Tout d'abord, la strangulation est l'un des meilleurs prédicteurs de meurtre conjugal. C'est extrêmement grave. S'il y a strangulation une fois, il risque d'y avoir pire juste après, peut-être 6 mois après, comme dans cette situation. La deuxième leçon, c'est qu'une violence conjugale ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. On n'imagine pas qu'une femme puisse poster des belles photos d'elle sur les réseaux sociaux avant que ce drame n'arrive. La troisième chose qu'on découvre, c'est que ne pas porter plainte ne va pas la protéger. Ça a juste mis un délai supplémentaire avant que le drame arrive. Et en psychologie criminelle, le principe est extrêmement clair et simple. Un partenaire qui a déjà étranglé une fois est statistiquement dangereux. On ne minimise jamais ce type de signal. Pour finir sur la situation judiciaire actuelle, le mari est bel et bien inculpé, il est maintenu en détention provisoire, toutes ses demandes de remise en liberté ont été refusées et le procès est en cours de préparation, la date publique n'est pas encore affichée. Voilà mes amis, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez et dites-moi aussi si vous voulez encore que je refasse ce genre de format. Salut à tous, bye.